Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Bernard Ader. Alors Bernard Ader, l'année dernière pour moi c'était un nom sur LinkedIn, en me disant bah tiens un jour je le croiserai peut-être. Alors il avait la gentillesse de liker mes posts, voire même de les commenter, mais on ne se connaissait pas. Et on a décidé l'année dernière de prendre un café ensemble dans Paris. Et il s'est trouvé qu'on avait plein de points communs. On avait plein de sujets de discussion parce que moi, mes auditeurs, oui, les auditeurs du podcast le savent, l'agriculture, j'y suis venue assez tard. J'étais plutôt d'abord dans l'agro. Et donc, maintenant, ça fait à peu près 2 podcasts qu'on parle, enfin, ce sera le 2e podcast ou 3e qu'on va parler d'agriculture. Et j'ai demandé à Bernard d'être mon invité parce qu'il me parle toujours d'agriculture simple. Je comprends. Et donc, je me dis, si moi je comprends, les autres vont comprendre. Et surtout, il essaye de me démêler le vrai du faux dans toutes ces polarités que des fois, ça nous perd un peu. Donc, je vais d'abord un petit peu présenter Bernard. Et la première chose que je voudrais dire sur lui, c'est que d'abord, c'est un agriculteur. Donc, ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup de conseillers, mais qui ne sont pas agriculteurs. Et vous pratiquez plutôt, on va se tutoyer comme dans la vraie Oui. vie. Voilà, tu pratiques l'agriculture biologique et une agriculture qu'on appelle de conservation des sols. Tu nous expliqueras ce que c'est. Tu es président du CNRA, que je connais aussi. On peut faire un coucou à Hermine, qui n'y est plus, mais que j'ai connu là. Le Conseil national pour la résilience alimentaire. Et jusqu'en 2023, tu étais vice-président de la Copa Cogeca. Donc tout ça, tu nous expliqueras. Et vice-président de la coopération agricole, en charge des affaires européennes. Donc ça, tu rebondis un peu sur ce que racontait Nicolas Ravaille lors de notre dernier podcast. Mais aujourd'hui, moi, je te reçois sur une étiquette que je ne te connaissais pas. Tu es président d'un think tank, voire même d'un 1200, comme tu le dis tout le temps, qui s'appelle Agriculture et Stratégie. Et il se trouve que par le plus pur des hasards, on a partagé un plateau sur France 24 où on s'est recroisés sur un sujet commun que moi j'avais un peu sorti de sous terre et toi tu connaissais, tu étais une des seules personnes qui connaissait ce sujet et tu es venu sur le plateau témoigner de France 24 d'Ali Laïdi aux avant-postes pour témoigner de ce sujet. Donc, moi je te l'ai dit, je ne suis pas une experte en agriculture. Donc, du coup, je compte sur toi pour faire simple et que nos auditeurs comprennent bien tout. Tu as un parcours assez atypique et tu étais à la Copa Cogita. On sait que c'est plutôt de l'influence du lobby pour les agriculteurs, à la coopération agricole. Et pourtant, il y a un espèce de, j'ai l'impression, de tournant dans ta vie quand je vois maintenant ce que tu fais, que ce soit au CNRA en termes d'agriculture et ce que tu vas nous raconter sur agriculture et stratégie. C'est quoi ce tournant? Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup dans ta vie? Oh ben, la crise de la cinquantaine, madame, c'est souvent comme ça que ça se passe. Non, tu l'as dit, bon, et alors, tout d'abord, merci pour cette invitation et le plaisir que j'ai Tu me diras merci dans une heure. à discuter avec toi, mais je sais que ça va bien se passer. Effectivement, dans mon parcours, j'ai essayé pas mal de choses dans mon parcours. Alors, j'ai essayé, je me suis engagé dans pas mal de choses, notamment l'enseignement au tout début de ma carrière, puis après le monde des experts comptables un petit peu plus tard, et puis le monde des coopératives et de la coopération agricole entre 40 et 50 ans. J'ai à chaque fois porté la voix d'autres personnes et j'ai porté la voix d'un système ou autre. Et ma révélation à 50 ans, c'est que j'avais vraiment envie de porter ma voix. Je n'avais pas envie de travailler pour forcément un engagement, mais pour celui de l'agriculture en soi. L'agriculture et de l'alimentation, mais on le verra plus tard, parce que ma polarisation va beaucoup plus sur l'alimentation que sur l'agriculture, et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc, tu es à la tête comment dire ça, d'une exploitation bio dans le sud de la France. On l'entend un petit peu à l'accent. Tu as des associés, tu es en bio, tu es en agriculture de conservation des sols. Alors, moi, je sais ce que c'est le bio, la conservation des sols, un peu moins. Mais c'est quoi, en fin de compte, ton quotidien, en fin de compte, dans cette exploitation? Et pourquoi pourquoi ces modes de culture, en fin de compte? Ouais. Alors, c'est des modes de culture que j'ai toujours apprécié et aimé et que j'ai mis en place sur mon exploitation à partir du moment où je m'en sentais capable. Et je me sentais capable de les amener. Donc, effectivement, il y a un grand volet de culture sur mon exploitation agricole qui est mené en agriculture de conservation des sols, agroécologie pour certains, Regen Ag pour d'autres. Bref, il y a un petit combat de nomenclature là-dedans. Mais moi, cette agriculture, elle m'intéresse parce qu'on va sortir d'un système
qui faisait que le sol n'était plus qu'un support et un substrat pour devenir aujourd'hui un sol riche, fertile, qu'on va renourrir pour que ce sol nourrisse la plante. Et c'est vraiment ça la base de ce système d'agriculture qui n'est pas révolutionnaire. C'était l'agriculture ancestrale que l'on a dans une parenthèse de temps qui sont les années 70, 80, 90, un petit peu fait dériver sur une agriculture un peu tout chimique, une agriculture un petit peu tout engrais et phytosanitaire. Alors, moi, j'ai une question qui est peut-être néophyte et technique, mais c'est-à-dire que si tu veux faire régénérer ton sol, tu dois le laisser reposer. Alors, non, pas forcément. Cette agriculture, c'était un ministre de l'époque qui l'avait définie ainsi, elle est écologiquement intensive. Et j'aime beaucoup ce terme-là, parce qu'on ne va pas forcément laisser reposer le sol en n'y faisant rien. On va le laisser reposer peut-être en mettant une culture intermédiaire. Et cette culture va pousser et va faire le travail pour nous, pour notre compte, d'alimentation du sol, par la matière organique qu'elle va amener, mais également de structuration du sol par l'effet racinaire qu'elle va faire sur ce sol-là. Ce qui me semble très intelligent dans cette agriculture-là, c'est d'enlever des effets mécaniques d'outils et donc de fuel et de pétrole pour nous, et de nourrir le sol, ce qui nous permet d'économiser une part d'engrais au travers d'engrais chimiques. Il vaut dire qu'en ce moment, il vaut mieux économiser les engrais parce que ça va être un peu compliqué pour ceux qui n'ont pas fait leur stock. Au moment où on vous parle, on enregistre en mars, donc on est en pleine crise, on est en pleine crise au Moyen-Orient. Et moi, mais vraiment toujours une question néophyte, si c'est si, je ne vais pas dire facile, mais voilà, quand je t'écoute, ça a l'air simple. Pourquoi, en fin de compte, il y a cette polarisation entre je veux mettre de l'engrais et il n'y a que cette solution de mettre de l'engrais pour que ça pousse et une solution qui a l'air hyper viable, écologique, et c'est quoi le problème? Et oui, il est là le problème, parce que c'est simple à décrire, mais c'est une agriculture qui n'est pas simple à faire. Parce que c'est une agriculture qui vient rechercher l'agronomie, qui vient rechercher vraiment des fondamentaux agronomiques qu'il faut savoir connaître et que peut-être une génération ou deux ont perdu parce qu'on a déployé cette agriculture très sécuritaire qui est cette agriculture chimique pour embrasser tout, pour parler des produits et pour parler des engrais. Donc cette agriculture chimique, c'est un peu l'agriculture zéro risque. Dès qu'il y a des mauvaises herbes, on a un produit magique qui va avec. Dès qu'il y a de quoi faire pousser, on met de l'engrais et ça va avec. C'est-à-dire qu'on a une agriculture qui est un petit peu plus facile à faire que cette agriculture dite très agronomique, qui va être faite d'observation, mais surtout d'expériences acquises, et de beaucoup d'expériences acquises. Mais ça, c'était, je dirais, pour moi, c'est la base de l'agriculture, c'est en fin de compte de l'observation et derrière de la mise en pratique. Il se trouve que j'ai reçu le mois dernier Olivier Babot qui parlait de l'ère de la flemme. Alors là, je sens tout de suite que je vais me faire des ennemis, mais est-ce qu'en fin de compte, avec tous ces systèmes d'engrais et de facilité, on n'a pas fait de notre agriculteur quelqu'un de passif et qui, en fin de compte, par facilité, entre guillemets, ne se pose plus la question de j'ai épuisé mon sol, parce que ces engrais, je suppose que je suis même sûre que ça épuise le sol. Est-ce que c'est pas maintenant devenu une facilité pour que lui, derrière, à côté, il se consacre à d'autres choses? Alors, il y a oui et non dans la réponse, mais je crois que c'est trop facile de venir refaire le passé ou de refaire le match une fois qu'il a eu lieu. Je parle pour mon père, à son époque, il a fait vraiment ce qui lui qu'il pensait le mieux, le plus performant, et il y avait une performance malgré tout et économique et de rendement qui était associée. C'est grâce à ça qu'il a aussi pu faire grandir sa famille, faire aller ses enfants à l'école, etc. Donc ça lui a permis d'avoir une vie sociale en adéquation avec son époque. Ouais. Alors maintenant, quand on le regarde avec notre rétroviseur, on se dit, effectivement, peut-être qu'on est allé un peu loin. Mais moi, je serais très clément avec ça, parce qu'à un moment donné, on ne savait pas. Et très souvent, nos certitudes d'aujourd'hui sont les conneries qu'on apprend en faisant, évidemment. qu'on décrira demain. Bref,
revenir à une agriculture très agronomique, c'est pas dogmatique, c'est juste comprendre que on est très dépendant aujourd'hui de la chimie, en fait du pétrole, hein, la chimie étant du pétrole, et on le sait, tu as rappelé les dates, la date d'aujourd'hui, on a besoin d'apprendre à se passer de ce pétrole-là dans nos systèmes de production, tant sur le travail du sol qui est très consommateur de pétrole, que sur les intrants qu'on va mettre, qui sont également indirectement très consommateurs de pétrole et qui donc bafouent un peu notre souveraineté à date. Ouais. Tu le dis souvent, enfin, à chaque fois qu'on s'est parlé, quand on a préparé un petit peu ce podcast, tu m'as dit, l'agriculture seule, c'est trop technique. Et en fin de compte, le vrai pas de côté pour toi, c'est l'alimentation. Et c'est quoi ce basculement et pourquoi, en fin de compte, tu le présentes comme ça, le problème? Oui. Bah, j'ai aujourd'hui, alors moi je suis tombé dans l'agriculture à l'âge de, je crois que j'ai conduit mon premier tracteur à l'âge de 7 ans ou 8 ans, et puis à cette époque-là, les années 70, on vous donnait très très vite beaucoup de responsabilités pour les petits bras qu'on avait. Mais bref, c'était comme ça et c'était chouette, ce qui fait que j'ai fait de l'agriculture très très tôt et je dois avoir peut-être maintenant facilement 40 ans d'expérience agricole derrière moi. Et à chaque fois, dès lors qu'on prend un peu le problème de l'agriculture par l'angle de l'agriculture, on va s'enliser perpétuellement dans des analyses très techniques, dans des analyses de posture quelquefois. On est pour le bio, on est contre le bio, on est, je sais pas, on est pour certains produits contre certains produits. Bref, on n'est pas en train de préparer un projet quand on fait ça. Et finalement, autour de l'agriculture, le seul projet qui peut nous rassembler, et je le fais un peu en écartant tout ce qui peut exister, le plus petit dénominateur commun et qui n'est pas le moindre au niveau de l'agriculture et au niveau de toute la population, absolument toute, ça reste celle qui nous relie 3 fois par jour, l'alimentation. Qu'est-ce qu'on a dans notre assiette? Et ça, c'est un débat qui commence à devenir intéressant. Qu'est-ce qu'on met dans notre assiette? Et à partir de là, on se dépolarise du côté très technique des débats agricoles, voire même juridiques, voire même fiscaux. Enfin, on peut y mettre tout là-dedans. Hein. Et on parle de quelque chose qui nous relie, l'alimentation. Et en plus, on peut en parler avec émotion, parce que parler de la fiscalité avec émotion, c'est moyen. Mais en tout cas, de l'alimentation, on peut en parler avec émotion. On peut mettre du beau, on peut mettre de l'esthétique, on peut mettre du bon, on peut mettre du goût, on peut mettre tout ce qu'on veut autour de l'alimentation. Et je pense qu'à partir de là, on peut avoir un vrai projet de société. Diminuer la fiscalité ou installer des jeunes agriculteurs, c'est pas forcément un projet. Bien alimenter un pays comme la France, voire même ses voisins ou autres, ça devient un projet intéressant qui nous unit à tous. D'accord. Et donc là, du coup, ça nécessite de faire un coup dans le rétroviseur pour regarder les filières, l'agriculture, les structures, les modes agricoles, la production. Mais c'est comme tout ce que nous vivons. On ne vit pas toujours avec la même garde-robe. On la change aussi, les modes évoluent. Mais l'alimentation, c'est exactement pareil. Celle des 10, 20, 30 prochaines années, je ne sais pas, moi, à quoi elle ressemblera. En tout cas, je sais qu'elle ne ressemblera pas forcément à celle que nous venons de passer. Moi, je viens d'une famille très agricole où il était très important de manger de la viande à tous les repas. Absolument tous les repas. Ouais, mais c'était des familles post-guerre. Exactement. Et donc, oui, on avait manqué. On avait manqué. Comme on avait manqué, la façon de faire voir qu'on ne manquait pas, c'était de mettre de la viande à tous les repas. Mais aujourd'hui, alors quand on partait couper du bois toute la journée ou autre, ou faire des gros travaux physiques, peut-être que le bol alimentaire était adapté à ça. Aujourd'hui, quand on est plutôt assis à un bureau ou autre, un steak à tous les repas, ça fait peut-être beaucoup. Je ne suis pas nutritionniste, mais en tout cas, moi, personnellement, je le ressens et je ne ressens pas tous ces besoins-là. Ce qui fait que probablement, notre alimentation doit un peu évoluer au fil du temps. Et en tout cas, la prochaine ne ressemblera pas forcément à celle qui s'est passée. Je parle dans cette alimentation un peu quotidienne. Je veux bien enlever l'alimentation plaisir, celle qui fait que quelquefois on va aller rechercher une recette parce qu'elle était faite d'une certaine façon par des grands-mères ou autres, et qui fait qu'on a le devoir de ne pas l'oublier aussi, ça.
mais ça ne peut pas faire, je pense, notre Notre repas quotidien, quotidien 3 fois par jour. ouais, sachant qu'on est tous devenus des urbains, on est moins des ruraux et que donc nos besoins, et là je te recroise totalement, sur de la protéine animale matin, midi et soir, moi je suis dans la même veine, hein, on a à peu près le même âge, c'était ça. Il Mmh. fallait nous renforcer, on sait jamais que voilà, mais en cas de disette, c'est vrai, c'est nos grands-parents, voire moi mes parents même, pour mon père, il a connu la guerre, donc la faim, donc du Mmh. coup, il fallait manger et il était bouché. Donc comme ça, au moins, il avait résolu le problème. Alors, pour mettre tout ça en œuvre, certes, il y a le CNRA dont tu nous parleras tout à l'heure, mais surtout, il y a quelque chose que moi j'ai découvert, il y a Agriculture et Stratégie que tu diriges depuis maintenant l'année dernière, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse et en fin de compte, c'est quoi l'idée? Alors moi j'aime bien, tu dis c'est un douce angle, donc c'est vrai, on n'est pas juste là pour réfléchir, on est là aussi pour agir et pour proposer des choses. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment c'est structuré? C'est quoi l'idée? Où on va avec, quoi? Avec grand plaisir. Alors cette aventure, elle a un petit peu plus de 1 an, elle a bien 2 ans maintenant. Euh, je viens d'un passé où il y avait, dans les années 90, des think tanks qui avaient été élaborés, créés, pour pouvoir contribuer aux réflexions, et notamment les réflexions de 1992 sur la réforme, la fameuse réforme de la PAC de Ah ouais. 1992. Et il fallait alimenter. Et les agriculteurs, les coopératives agricoles, des instances s'étaient prises en main en disant ben, on va contribuer à proposer à la Commission européenne Mhm. des choses qui seraient pas des grandes pensées inapplicables, mais Mhm. qui viendraient également aussi de personnes qui travaillent sur le terrain. Donc ce think tank a été à la base créé comme ça, il s'est appelé Momagri dans l'histoire, puis il a traversé, il a eu plusieurs autres noms pour arriver à Agriculture Stratégie dans les dernières années. Nous avons eu l'opportunité, avec Jean-Baptiste Moreau et Alessandra Kirch, il y a 2 ans, de reprendre Agriculture Stratégie. Et moi, je trouvais que ça avait de la gueule, que ce soit... Et Jean-Baptiste Moreau, avant d'être député, était agriculteur également. Et je trouvais que ça avait de la gueule que 2 agriculteurs reprennent ça, permettant à Alessandra, qui était la directrice d'études, de continuer cette aventure-là. Et nous avons repris depuis 2 ans Agriculture Stratégie en faisant des travaux que je peux expliquer, mais enfin pas dans le détail, mais en tout cas l'essence des travaux. Pour aujourd'hui arriver à une refonte d'Agriculture Stratégie, parce que tout simplement, Alessandra, sur qui reposaient beaucoup de choses, est partie au ministère de l'Agriculture, au CGAER, et moi je suis heureux qu'on nous pique des talents comme ça, Ouais, parce que on est aussi fait pour ça, ouais. pour faire grandir des personnes, et puis si elles peuvent contribuer à changer le monde, et en tout cas à œuvrer pour une agriculture meilleure, moi j'en suis très fier et heureux. Ceci étant, il a fallu se ressaisir. Mhm. Et en fin 2025, est arrivé Jérémy Deniol, qui est le jeune directeur des études d'agriculture stratégie. Donc la mission de Jérémy est assez claire. Moi, je ne suis que le président. Le président, vous savez, ça fait pas grand-chose. Ça préside. et ça demande à plein de personnes de rendre compte, ces personnes travaillant, bien sûr. Donc Jérémy, lui, a monté un comité scientifique. Oui, j'ai vu passer les membres du comité scientifique. On a reçu ici Pierre Raffard. Alors, Jérémy a monté un comité scientifique. Pourquoi c'est très important pour nous? Parce que un think tank, c'est un espèce de truc quand même qui va produire des idées, de l'intelligence, des concepts également. Mais tout ce qui est produit ne peut pas être que des bonnes idées qu'on fait germer au coin d'un zinc de bistrot et qui ferait une politique. C'est pas du tout ça. On s'évertue à suivre une méthodologie très scientifique. C'est-à-dire que dès lors qu'on a une note à produire ou dès lors qu'on cherche à produire quelque chose, on va étayer tout ça sur des données très chiffrées, très vérifiées et éprouvées. C'est-à-dire qu'on va être peut-être à contre-courant de ce qui se passe aujourd'hui, qui est très souvent commenter l'actualité. Voilà. Donc nous, on n'est pas là-dedans, c'est agriculture et stratégie. Nous, alors bien sûr, l'actualité va influencer un peu nos thèmes de travaux. Bien sûr qu'on va s'en emparer.
Jérémy va travailler des notes et le comité scientifique va valider ces notes Ouais. en les mettant à la machine, un petit peu à l'épreuve, tout simplement. Et à partir de là, la note qui va sortir ou l'étude qui va sortir sera obligatoirement validée par un conseil scientifique absolument neutre, qu'on a voulu très hétéroclite. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas très varié. Et ces personnes-là vont discuter, travailler ensemble et approuver la note dès qu'elle sort. En tout cas, mettre des warnings si jamais il y avait des points qui ne seraient pas des points démontrés et démontrables. Et ça, c'est très important. Parce qu'il ne vous échappe pas qu'on est quand même dans une époque et dans un temps où le spectaculaire vaut vérité. C'est pas une machine à buzz, agriculture et stratégie. Pas du tout. On va prendre le temps de réfléchir. C'est pas chez nous que vous allez trouver le genre d'information que, je sais pas moi, parce que le détroit d'Ormuz est bloqué, l'engrais va augmenter. Bien sûr, évidemment, on peut le commenter, on peut le dire, mais nous, on va essayer d'aller plus loin. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui peut être fait pour qu'un pays comme la France soit moins tributaire de tout ça, en analysant certains flux, etc., certains partenariats qu'on pourrait faire, voire même certaines technologies qui pourraient arriver et qui pourraient se mettre en place. Moi, je viens du monde du marketing, donc je me dis si agriculture et stratégie existent et qu'en face, il y a des potentielles personnes qui peuvent être intéressées, c'est qui va être intéressé? Évidemment, le monde agricole, je me doute, évidemment, les institutions. Mais qui encore? Vous visez qui avec ces notes? Et voilà, j'ai besoin de comprendre avec l'outil qu'est-ce qu'on en fait. On y va. Ça, c'est le côté, le think tank. Ouais. Voilà, on va penser des solutions, on va penser des systèmes de solutions. Je combats un peu, mon combat quotidien, c'est de dire stop à la solutionnite. La solutionnite, c'est cette mode que nous avions qui était de dire un problème, une solution. Problème, d'une solution, c'est que quelquefois, on invente la solution qui est l'emmerdement de tous les autres. Alors, alors que cette phase très holistique et d'analyse très générale et très holistique nous permet de prendre en compte des solutions qui vont probablement avoir des impacts sur d'autres protagonistes, mais on va arriver à les mesurer et à les mettre en avant. Et surtout pas s'en cacher. Et ensuite, nous nous adressons, une fois que ces notes sont produites, à des décideurs. Ces décideurs peuvent être du niveau d'un chef d'entreprise, d'un président ou d'un directeur de coopérative, d'un ministre ou d'un staff ministériel. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour avoir accès à ces notes, il faut que les gens s'abonnent. Si je comprends, hein, c'est un système d'abonnement. Ces notes sont publiques. Ah d'accord, voilà. Ces notes sont publiques. Ensuite, si on veut aller plus loin, on va aller dans ce qu'on appelle une étude. Et cette étude, bien sûr, est payante. Parce que là, c'est vraiment beaucoup plus de temps de travail et beaucoup plus d'engagement. On fait travailler les équipes de docteurs. Et puis, j'ai cru comprendre que vous avez des spécialistes de l'intelligence économique aussi qui vont travailler sur vos sujets. Donc, vous allez avoir un regard qui n'est pas uniquement de chercheurs, mais aussi de gens qui regardent aussi l'intelligence économique, si on peut dire ça, c'est-à-dire la géopolitique et ce genre de choses, si j'ai bien compris. Exactement, ne vous échappe pas que le monde est multiplexé. On ne cherche pas une solution qui serait au milieu de nulle part et n'influencerait personne. S'il a existé un temps où l'agriculture faisait un petit peu dans une forme d'entre-soi une politique un peu agricolo-agricole, aujourd'hui l'impact de l'agriculture est majeur et sur tout le monde, c'est le premier budget PAC, le premier budget européen. C'est ça impacte tout le monde, que ce soit les agriculteurs bien sûr, mais les riverains également, l'esthétisme d'un paysage qui peut être bouleversé s'il ne s'y passe plus rien. Ça peut être la santé. Imaginons une politique agricole qui pourrait être néfaste pour la santé. Ça peut et ça pourrait arriver. Également, au niveau économique, imaginons une politique agricole qui ne se préoccupe pas du changement climatique ou autre, et quelquefois qui buterait en termes de productivité ou autre. Et dans ces cas-là, ça ne répondrait plus économiquement, soit à la vie de l'agriculteur, aux besoins économiques de l'agriculteur, mais également aux besoins économiques de la ferme France et de ce qu'on appelle la balance extérieure. Donc, si je comprends bien, les notes, c'est en fin de compte la porte d'entrée. Et ensuite, derrière, si les gens veulent aller plus loin, donc les décideurs, et ben là, vous avez toute une équipe
pluriel Oui. qui va angler, en fin de compte, ça, climat, compétitivité, Ferme France, enfin, alimentation, santé, voilà, et qui va permettre vraiment de faire un 360 pour le Exactement. décideur qui commanderait une deuxième partie d'étude après avoir été alerté sur une note. Voilà, exactement. C'est-à-dire que l'étude, elle, va être un petit peu plus spécialisée à la demande du demandeur d'étude de la note. Et il nous manque un troisième pilier là-dedans. C'est le pilier qu'on a rajouté en début 2026, c'est le côté do tank. Ce côté do tank, il est précieux parce que de mon expérience, on fait toujours des grandes théories et puis on les laisse là, ça cale un meuble, ça reste sur un coin de table, on a fait une étude et ça reste là. On est aujourd'hui, à mon sens, sur une échelle sur une horloge du temps, moi que je qualifie très préoccupante. Si toutes les études arrivent à démontrer qu'il y a quand même un réchauffement climatique en œuvre, et pour que cette Terre reste un peu vivable, en tout cas dans le degré de confort qu'on est capable d'accepter, on s'accorde tous pour qu'en 2050, il faut qu'il y ait une forme de neutralité carbone sur la planète. Mais pour que cette neutralité carbone sur la planète ait lieu, il faut que des actions soient mises en place dès 2030. Et 2030, c'est demain. Ah bah oui. Donc, on a besoin que que ces mesures puissent être mises en place, on a besoin que les décideurs économiques, les décideurs politiques comprennent l'enjeu. Déjà, ça c'est le côté tank, comprennent l'enjeu, mesurent des systèmes de solutions qui peuvent avoir lieu, mais sachent aussi les mettre en place. Et ça, c'est le côté do tank. Et cet accompagnement pour le mettre en place, je pense qu'il est précieux, de façon à faire toute la chaîne complète, un continuum qui fait que cette idée géniale devient réalisable et obtienne des résultats. Ouais, c'est pas un think tank parce que souvent c'est des gens qui phosphorent et c'est très bien parce qu'il faut aussi produire de l'idée. Mais en fin de compte, vous les accompagnez sur le terrain à la mise en place de solutions pour arriver en fin de compte à un objectif qui est la neutralité carbone en 2050 et puis des modes agricoles. Permets-moi de rajouter juste que quand à 50 ans je fais mon virage et que je te dis mon engagement je le veux pour l'agriculture, en vrai je le veux pour la planète, je veux donner à mes enfants une planète beaucoup plus vivable. Et ça ne peut pas être juste des idées émises. Je peux pas, en tout cas on s'interdit de se dédouaner en disant écoutez, je vous l'avais dit, vous voyez, j'avais produit une note qui disait que ça va se passer comme ça. Mais la planète elle s'en fout de ça, de la note qu'on aura produite. Si on arrive à faire un effet levier avec pas mal de décideurs qui permettent d'aller au bout pour qu'on mesure des résultats, moi ça me va. Parce qu'à la fin, je pourrais dire, on sera, en tout cas, on aura fait des efforts et on pourra démontrer qu'il y a des résultats qui sont intéressants à atteindre dans le temps imparti. Parce que tant que ça réfléchit jusqu'à 2030, ça ne met pas en œuvre. Et si ça ne met pas en œuvre, après 2030, on portera la responsabilité de ne rien avoir fait. De rien avoir fait et d'avoir averti, mais de ne pas avoir mis en œuvre. Comment, en fin de compte, agriculture et stratégie, ça s'articule avec CNRA? Là, c'est une petite question technique. Est-ce que ça s'articule? Ouais, je pense qu'il y a quand même du... Alors, ça s'articule parce qu'il y a le même bonhomme à la tête des deux. Donc, quelquefois, en normal le soir, j'arrive à être d'accord avec moi-même et à faire des ponts entre les deux. Mais... En somme, ça n'a pas quand même à voir grand-chose. Agriculture stratégie, ça va être trouver vraiment des concepts de solutions éprouvés. Quand le CNRA va être plutôt la mobilisation de plein d'acteurs qui, eux, sont déjà en mouvement pour une thématique qui est l'alimentation saine et abondante pour tous et pour absolument tous, jeunes, vieux et en toutes circonstances. Donc, on est plutôt dans l'influence pour le CNRA, quand pour l'agriculture stratégie, on est plutôt dans la performance de l'idée qu'on va soutenir. D'accord. Mais c'était une espèce de curiosité. Exactement, moi, je suis très curieuse. Et puis, je pense peut-être que les gens vont se poser la question. Et moi, ça me permet aussi de clarifier moi-même ma pensée, puisque la question est posée. Tu dis qu'agriculture et stratégie, c'est
pas du romantisme qu'on met, moi je le dis toujours, c'est l'amour est dans le pré, voilà, voilà, et que vous allez passer un petit peu les chiffres à la moulinette, mais concrètement, ça donne quoi quand je regarde la réalité économique actuellement d'une personne qui veut s'installer en agriculture? C'est quoi là-dedans? C'est quoi cette espèce de réalité? Est-ce qu'on va parler d'une meilleure répartition de la valeur? On sait que c'est toujours chaque année le sujet, mais que bon, en définitive, on n'y est toujours pas. C'est quoi en fait compte Ouais. le gap là? Alors déjà, parlons des mêmes choses. C'est-à-dire qu'il y a des agricultures, des systèmes d'exploitation, il y a des réussites et des échecs. Mhm, On a de très grandes réussites en agriculture, mhm, très clairement. Ensuite, en France, on aime bien parler des échecs de l'agriculture. Moi, j'ai envie de dire que toute la partie agriculture qui n'est pas en réussite, c'est probablement une agriculture enfin, ou des agriculteurs à la tête qui ne sont pas forcément préparés, mhm, qui quelquefois ont pris ce métier petit peu parce qu'il fallait faire ça mhm, et bon, qui n'ont pas pu faire autre chose. Il y a une question, je pense, générationnelle d'une agriculture qui subit. mhm, Toute l'autre agriculture qui est très proactive, qui choisit, mhm, qui a décidé de créer de la valeur, qui a décidé de changer de système de production, enfin en tout cas de l'adapter et autres, d'adresser ses marchés, mhm, de mettre un accent sur la commercialisation, que ce soit de ses céréales ou de ses produits, est une agriculture qui réussit. C'est pas simple. mhm, Ça reste quand même une entreprise malgré tout, mhm, dans le sens entreprendre. On a des agriculteurs qui sont faits pour entreprendre et on a des agriculteurs qui ne sont pas faits pour entreprendre. Donc quand c'est pas fait pour entreprendre et qu'on fait ce métier par défaut, c'est beaucoup plus compliqué. mhm. Quand on choisit ce métier-là, qu'on le fait parce que ça plaît et qu'on a un peu ces prédispositions d'entreprendre, je ne veux pas dire que la réussite est assurée, certainement Mhm. pas, mais en tout cas, on a une autre vision de l'agriculture. Et les chiffres, s'il fallait parler de chiffres, Mhm. on a des facteurs, mais de 1 à 10 en termes de résultats très facilement. Donc je me refuse de parler en disant l'agriculture ne va pas bien. Il y a des systèmes d'agriculture qui vont très bien et des Mhm. systèmes d'agriculture qui ne vont pas bien. Et ça sera, je crois, dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, toujours la même chose. Ouais, et pourtant, en fait, compte, alors, moi, c'est une vision de l'extérieur, et puis ça a été commenté en plus il n'y a pas longtemps, cette fameuse balance commerciale française et le fait que Nicolas le disait ici, hein, Nicolas Ravaille le disait sur ce plateau, il disait, mais en fin de compte, les Français, on n'a pas bien compris la compétitivité en matière agricole au niveau européen, on ne sait pas défendre nos idées, on ne sait pas défendre nos projets, on donne plus qu'on ne reçoit au niveau européen. Comment ça se fait qu'on ne sait pas se dépatouiller alors que nous, on est quand même une nation agricole, quand même, la France. On a toujours été une nation agricole. Alors oui, et d'être parmi les grands contributeurs, je pense, c'est une fierté aussi. Mhm, Parce qu'aujourd'hui, on se met tous un peu en compétition, mais n'oublions pas d'où nous venons. On mhm, a fait quand même une grande Europe qu'on a, allez, je vais utiliser le mot harmonisé, quelque mhm. part, à minima, qui fait on est aujourd'hui une grande, le terme est inexact, nation européenne, ça n'existe pas, Ouais. malheureusement. Mais en tout cas, on est un grand espace de production européen, et ça, je pense que c'est très intéressant. Ensuite, qu'à l'intérieur de cet espace européen, les règles soient un peu différentes, ben ça c'est complètement fou. Mhm. Quand on sait les pinaillages que peuvent faire la Commission Ouais. européenne et de laisser des produits autorisés dans certains endroits et pas dans d'autres ou autres, on entretient un peu un paradoxe un peu Mhm. maladroit Ouais. par rapport à ça. Mais Euh, en attendant, nous, on a l'impression de jouer en D2. je suis plus optimiste que ça quand Ouais. même. Si on parle on parle de la France ou de l'Europe? Bah, au niveau européen, on a l'impression de jouer en D2 parce Alors, que, en fait, compte, les règles, elles sont pas les mêmes pour tout le monde. ah oui, ouais, par rapport aux règles mondiales, bien Ouais. sûr, elles sont pas les mêmes, mais oh, enfin, si on se resitue quand même avec notre enjeu planétaire qui plane au-dessus Ouais. de tout le monde, qui serait le gagnant d'un quelconque combat qui finirait par on est tous cramés par une Ouais. terre qui flambe. Ouais. Bon, donc enlevons ce cas précis-là. Moi, je pense que l'Europe doit rester assez vertueuse
En tout cas, assez ancré, même si aujourd'hui on sent qu'il y a un vent de Trumpisme qui a envie de balayer beaucoup de choses, qui a envie de remettre une forme de conservatisme, qui a envie de... Ça, c'est des étapes qui cherchent à nous rassurer Mhm. en se disant, mais vous voyez, c'était quand même mieux avant et on va Ouais, revenir dans ce c'est ouais. mieux avant. Mais les évolutions ne se font pas comme ça. Et il y a des évolutions inéluctables. Mhm. On sait que c'est dur, mais je pense qu'il faut garder ce fil de la connaissance qui va faire que, tant pis, même si c'est un peu dur là, on continue à passer, on continue à faire de l'acquisition agronomique, on Mhm. continue à faire de l'acquisition de data pour permettre aux agriculteurs d'augmenter leur expérience. Mhm. On continue malgré tout. Au niveau européen, on fait des actes forts comme loger les datas au niveau européen Ouais. et non pas les filer aux Américains Ouais. ou aux Chinois d'ailleurs. On continue là-dessus et même si c'est dur, même si c'est controversé, on tient bon là-dessus pour maintenir cette souveraineté européenne et ce côté, ce marqueur européen Ouais. qui est quand même une agriculture assez vertueuse, malgré tout. Quand on connaît un peu l'agriculture du Ouais. monde entier, elle est quand même très vertueuse. Oui, Et moi, j'en suis assez fier de cette elle agriculture très est. vertueuse. Oh, moi, je suis ravie d'avoir des propos très optimistes sur le plateau parce que ben, les personnes qu'on a reçues nous ont dit bah oui, les agriculteurs français, ils ont raison de ne pas être contents avec les accords du Mercosur. Et j'ai eu Christiane Lambert qui m'a dit c'est difficile. Elle était à la tête de la FNSEA et elle me disait bah, c'est difficile parce que même quand on essaye de faire quelque chose bien, on est toujours critiqué. Je crois que tu la connais. Voilà, donc je me dis mais en vérité, vu de l'extérieur, quand moi, consommateur lambda, je me dis, mais j'ai du mal à comprendre ce monde-là, parce que j'ai déjà l'impression qu'entre eux, ils se comprennent pas vraiment. Est-ce que c'est une vision de l'esprit ou est-ce que c'est une réalité? Ouais, on est bourré de paradoxes, Mhm. en vrai. Euh, oui, c'est compliqué. Voilà. C'est un métier qui est compliqué, mais comme plein d'autres métiers sont compliqués. Mhm. On ne peut pas s'arrêter à ce constat-là. Mhm. Donc ce métier est compliqué et notre intelligence doit faire en sorte on Mhm. surmonte cette complexité. Alors la surmonter de façon très basique aujourd'hui en disant ah oui mais je sais pas moi si la chimie ça marche on garde la chimie Mhm. et on fait pas de recherche autre. Non, il faut il faut se dire, OK, on a le filet de sécurité de la chimie, mais on va quand même vers un projet agricole qui se désintoxique de la chimie. De cette chimie, ouais. Voilà, de cette chimie. Et ça, c'est un pari qu'on fait avec nos concitoyens. Mhm. Voilà. Et nos concitoyens, on est capable de leur dire, attendez, à date, on ne peut pas s'en passer, Mhm. mais on prend le pari de s'en passer sous 5 ans, et comme on est très fort, on le fera avant moins de 5 ans. Mhm. Laissez-nous cet espace-là. Ouais. Et là, on peut respirer un petit peu Ouais. plus. On peut investir. On Ouais. peut Je pense gérer. qu'il y a trop de pression en fin de compte. Il y a trop de pression, il y a Oui, trop de jugement, il y a trop de. oui. Le cœur du système, les pressions, on ne va pas les enlever. Non. Là-dedans, c'est quel projet on met en Mhm. place. Et une fois que ce projet est commun, validé, Ouais. on le déroule. Il pleut, il neige, il vente, on déroule le projet. On le Ok. réadapte un peu, on fait des temps de revoyure, Mhm. mais on adapte ce projet. Là, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet agricole. Il n'y Ouais. a pas de projet alimentaire. Ouais. En gros, c'est Bah, c'est là laissé au marché. on va venir sur un gros sujet parce qu'on va rentrer en période électorale Mm. en 2000, là, dès septembre. On va être déjà, on sort d'une période électorale pour rentrer dans une autre. Et tu le dis très justement, quelque chose que moi j'écris très souvent. En France, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion au niveau de l'alimentation et de l'agriculture. Et que, en définitive, l'agriculture et l'alimentation, c'est des temps longs. Un peu comme le nucléaire, c'est un temps long, et qu'en définitive, à chaque mandature, je ne sais pas si on appelle ça comme ça en France, mais en tout cas moi je l'appelle comme ça, à chaque mandature, ça repart en hop, on défait, on refait, on défait, on refait. Donc moi je suis agriculteur, j'y comprends rien. À ça tu rajoutes la strate européenne où là en ce moment se renégocie la PAC au niveau européen, beaucoup de choses qui sont dites et contredites et tout ça, et je me dis mais t'es agriculteur, tu dois déjà avoir la foi chevillée au corps parce que en vérité, tu as toujours l'impression de ne pas être entendu. Mhm. Et que, en définitive, politiquement, on va dire ouais, on t'entend, mais dans les faits, on t'entend pas. Donc, comment, en fin de compte, on articule tout ça? C'est-à-dire que là, on arrive dans le temps des promesses. On va faire deux, trois petits coups de peinture, on va remettre un peu de plâtre, et puis on va continuer. J'ai pas l'impression. Alors ensuite, c'est peut-être pas des, en termes politiques, c'est peut-être pas des exemples à suivre en termes de tenue de pays. La Chine ou la Russie
ou voilà, qui ont des vraies politiques agricoles et qu'ensuite ils changent ou pas Xi Jinping, ça continue. Nous, on n'a pas ces plans quinquennaux, on n'a pas tout ça. Non. Ben non, on n'a pas ça. Et c'est très embêtant parce que l'agriculture, c'est du temps long. Mhm. C'est du temps très long. Un agriculteur, s'il veut passer sur une technique un peu différente, il faut pouvoir lui assurer au moins 10 ans, soit d'apprentissage, soit d'erreurs possibles, où il ne joue pas tout à chaque minute et chaque seconde. Mhm. Il faut pouvoir lui ménager une forme de sérénité par rapport à ça. Et ça s'inscrit dans ce qu'on appelle une politique, et une Mhm. politique générale. Alors au niveau européen, il serait intéressant qu'il y ait une politique générale, mais finalement elle y est au niveau Mhm. européen. Sauf qu'on passe notre temps à la pulvériser et à se Ouais. dire on est contre. Donc à la fin, cette politique, le fameux Green Deal, Ouais. qui était, on a passé notre temps à le pulvériser. Donc le truc, ça ressemble plus à rien. Voilà. Mais si le jeu est de faire, enfin, de proposer un projet et le seul jeu est de le pulvériser, c'est là que le système a des limites. Ce projet, il est parfait, il est imparfait, on le modifie, on l'amende, mais ensuite, on en fait projet nôtre. Mhm. Et ce projet nôtre, on le déroule. Et sur un pays comme la France, c'est pour ça que je bascule sur un projet alimentaire Mhm. au niveau français, parce qu'au sein des règles de la PAC, qui sont des règles communes au niveau européen, la France, tout comme tout autre pays, peut faire le choix de son alimentation. Bien sûr. La PAC édicte les règles de production. La politique alimentaire d'une nation va édicter les envies alimentaires de la France. Être souverain, pas souverain, dealer Ouais. avec son voisin italien pour que les pâtes soient faites en Italie et reviennent en France, Ouais. pourquoi pas finalement. Ouais. Mais en tout cas, ça doit être clair. Et les agriculteurs doivent connaître ces règles du jeu. Mhm. Et pour répondre à ta question, je pense que c'est quelque chose qu'il faut sanctuariser de façon à ce qu'une politique agricole ne soit nationale. Les européennes, elles sont revues tous les 7 ans. Mais les nationales, elles peuvent être revues au gré de chaque élection. Ouais. Et Dieu sait que nous en avons des Ouais. élections. Nous, en Donc France, en gros, tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans, tu peux avoir une refonte ou une politique agricole qui est revue ou alimentaire au travers des aides tout simplement qu'on va verser aux agriculteurs. Bref, ça ne laisse pas s'installer un continuum dans le temps qui fait que les agriculteurs auraient une courbe d'apprentissage pour les techniques de production, mais aussi que les filières puissent s'organiser, que les filières puissent compter sur des producteurs engagés, que les filières puissent compter sur des volumes à traiter et pour que leurs usines puissent traiter des volumes un peu assurés. Ouais. Et du coup, moi, j'aimerais que tu m'expliques comment tu vois ça, parce que, par exemple, on a parlé du réchauffement climatique et des aléas climatiques. On ne peut pas demander toujours à l'agriculteur de subir. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est lui qui doit payer, en fin de compte, ou son assureur. Et son assureur, on sait très bien que ça commence à poser et à tiquer un petit peu. Enfin, moi, j'ai toujours dit dans ma tête, mais maintenant, je crois même l'avoir écrit un petit peu, mais c'est le rôle de l'État d'assurer aussi quelque chose qui est le bien commun. En fin de compte, manger, c'est pour moi du bien commun et du bien national. Alors, je suis peut-être un petit peu rêveuse quand je dis ça. Et je me dis, parce que l'assureur, il va plus avoir les moyens de s'assurer. L'assurance ne va plus vouloir assurer. Est-ce que toi, tu penses aussi que ça doit rentrer dans quelque chose qu'on doit sanctuariser, comme l'alimentation, comme l'agriculture Est-ce que tu le penses? Alors, sur l'élément technique qui est l'assurance, Mhm. l'assurance est subventionnée. Ouais, Assez fortement d'ailleurs, d'accord. par le biais des primes PAC. Seulement, il faut avancer. Chez moi, par exemple, l'assurance, c'est 50 000 euros, pour vous donner un chiffre, Oh là, chi. pour assurer des cultures. Et une fois que les subventions sont déduites, on va retomber sur du 25 27 000 euros. Mais ça reste quand même Une somme à une sortir, grosse hein. somme pour un système qui, en plus, est en train de s'essouffler parce qu'il ne déclenche pas comme il pourrait être plus juste ou plus efficace. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui s'assurent, vu les montants et vu les prix, font que, n'ayant pas une assiette d'assurés assez grande, les assureurs ont du mal à renvoyer les primes les assurances quand il y a des aléas. Quand il y a des aléas. Et ça sonne un peu le glas d'un système assurantiel de ce type-là. Nous, chez Agriculture Stratégie, on va
on est en train de faire des travaux et d'étudier un système assurantiel, enfin, ou de faire des propositions sur un système assurantiel qui serait un système d'assurance au chiffre d'affaires. Mhm. Pour, et on se focalise sur le chiffre d'affaires pour deux raisons. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires, c'est un indicateur qui va prendre en compte plein de choses. C'est-à-dire le prix du marché, le volume qui est produit. Donc ça, en le mettant sur un système assurantiel adossé à un système assurantiel, on va maîtriser déjà le chiffre d'affaires. Tout en n'enlevant pas à l'agriculteur la performance de pilotage dans ce chiffre d'affaires-là. D'accord. C'est-à-dire que si on faisait et c'est délibéré ce choix, si on faisait le choix de faire une garantie, une assurance au résultat, au revenu, on pourrait à un moment donné penser que les agriculteurs, tranquillement, feraient marcher le système assurantiel pour avoir leurs revenus et pas trop cultiver. Alors qu'une assurance au chiffre d'affaires permettrait déjà d'assurer un chiffre d'affaires, mais en plus de laisser au crédit de l'agriculteur la performance de faire son revenu en termes de charges, qui est la différence entre le chiffre d'affaires moins les charges égale le revenu. Et ça permettrait à l'agriculteur de pouvoir exprimer un pilotage, une performance et de rester maître à bord de son système. De son exploitation. Donc, si je comprends bien, donc sanctuariser l'alimentation, un peu comme, alors j'allais dire comme la santé, on voit aussi que ça part un petit peu en cacahuète en France, l'alimentation, l'agriculture, préserver en fin de compte l'agriculteur et le modèle. Alors moi, il y a un truc dont tu m'as parlé, et alors moi, c'est vrai que ça appelle à mon enfance, c'était le modèle familial. Et tu m'as dit, ouais, on n'en parle pas assez, en fin de compte, du modèle familial en France. Pourquoi tu l'opposes à celui plutôt industriel, de gens qui sont dans la financiarisation de l'agriculture ou... Non. Non. Alors non, c'est bon, pour reprendre déjà sur la sanctuarisation, et Ouais. on revient sur Ouais. le reste. Sur la sanctuarisation, je pense que devrait être très régalien l'éducation, la santé, l'alimentation et la sécurité. Mhm, Et avec ça, en gros, très régalien égale on joue pas avec. mhm. Ça, c'est des choses qui passent le temps, c'est des choses qui restent là, qui sont gravées dans le marbre, et avec ça, on joue pas. On le laisse pas au libre arbitre du marché. Mhm. C'est-à-dire que l'État peut venir réguler tout ça voilà, de plus ou moins fort. Quand ça va bien, ça régule moins. Et puis, si ça va pas, s'il y a des flambées ou autres, On régule. là, on régule. Et ça permet d'asseoir une forme de sérénité pour que ces espaces régaliens puissent continuer à œuvrer, même par gros temps. Mhm. Ça me paraît très important. Donc là-dedans, il y a la ferme, enfin les agriculteurs produisant cette alimentation-là. Aujourd'hui se dessine vraiment, et les choix ne sont pas faits là-dedans, les agricultures dites de firme, qui sont des agricultures, alors quand on dit de firme, on a toujours l'impression qu'il y a 3 ou 4 000 hectares, mais c'est pas du tout ça. Une agriculture de firme, c'est avant tout une agriculture qui est basée sur une société d'exploitation qui peut être faite de 2 personnes qui ont 40 hectares chacun. Ouais. Donc ça peut être 80 hectares détenus par 2 personnes, ça peut être ça. Hein. Mais ce sont des agricultures de firme. Et puis l'agriculture très familiale, qui est un peu celle d'héritage, celle qui se transmet et qui peut être aussi très grosse. Vous avez des fermes dans les Landes qui sont des agricultures détenues par des familles et qui sont des très grandes exploitations. Donc en fait, il ne faut pas tomber dans la caricature par rapport à ça. Mais le sujet que je voudrais développer là, c'est que on pense toujours qu'en Pologne, les charges sont moins chères, machin et tout ça. Mais en France, il y a des charges qu'on ne regarde pas vraiment, qui sont, enfin des charges contenues justement, qui sont la solidarité familiale, qui donne une forme de performance à nos entreprises. Et ça, on le mesure pratiquement jamais. Et tu peux me développer là? Moi, Avec plaisir. Ça, je connais pas. Alors, c'est très facile. C'est le papy qui va aller soigner les vaches pendant que le papy à la retraite. Le papy à la retraite. Ça va être le papa qui est à la retraite, mais qui continue. Ça va être la mamie qui fait manger tout le monde le midi, et ouvriers compris. Ça va être le cousin qui vient aider aux ensilages. Ça va être le petit-neveu qui va venir conduire un tracteur pendant qu'on fait véler une vache. En fait, tout ceci
paraît un peu caricatural, mais paraît un peu trop beau ou trop simple. Mais tout ceci constitue une vraie valeur Mhm. pour la ferme familiale France. Et ça, c'est difficile à mesurer, mais en tout cas, c'est une vraie valeur positive dans nos fermes. Alors, Mais attention. du coup, j'ai une micro-question qui arrive là. Mais est-ce que tu penses que c'est pas le regard sur nos agriculteurs qui change? On s'est croisés au salon de l'agriculture cette année et je partageais avec, je sais plus avec qui, je disais, je trouve que cette année, le salon, il est triste. Mhm. En fin de compte, j'ai l'impression que c'est plus du business, c'est plus un salon de business que réellement le salon des agriculteurs. C'est des gens qui vendent tout un tas de produits, je ne sais même pas d'où ils viennent, je ne suis même pas sûre que ce soit des produits locaux. Mais c'est pas le salon des personnes que tu me décris. Je sais pas si c'est moi qui ai eu cette impression ou si c'était la réalité, hein, mais c'était pas cette impression que j'avais. Cette année, il manquait quand même les éleveurs. Ouais. Les éleveurs, malgré tout, ça remplit le salon de Mhm. l'agriculture, un petit peu au-delà de le remplir de vaches, ça le remplit de bonne humeur, ça le Mhm. remplit de cris, Mhm. voilà, de plein de choses. Et le fait qu'il manque les agriculteurs, les éleveurs et qu'il manque les vaches a vidé le Mhm. salon de cette âme-là. Mhm. Ça, c'est très clair et ça s'est ressenti partout. Donc, on a fait un salon très professionnel Ouais. dans l'entre-soi de toutes les Ouais. institutions qui existent. On avait quelques agriculteurs qui sont venus, mais il manquait quand même Le cœur. le cœur, vraiment le cœur battant du salon de Ouais. l'agriculture, celui qui fait venir les visiteurs et celui qui fait aussi tout le spectacle Ouais. de ce côté agricole que les Parisiens et les visiteurs adorent venir voir et adorent rencontrer, mais Mhm. très clairement. Et ça manquait vraiment. Et moi, je rajouterais, euh, ça reste, euh, ça reste quand même les faiseux. C'est Mhm. eux qui font l'agriculture. C'est eux qui font le quotidien. C'est Mhm. eux qui font tous les jours. Matin de février, quand il faut se lever, soigner les vaches ou autre, que ça gèle, qu'il faut enlever le gel Mhm. dans les bacs à eau ou amener de l'eau pour que les vaches boivent, Mhm. c'est long, hein. Mhm. Et même si février fait que 28 jours, Mhm. ça enchaîne sur mars, quelquefois sur janvier, c'est très long. Mhm. Et ça, ce métier-là, voilà, faut l'aimer Mhm. pour le faire. Et quand les éleveurs viennent à la capitale, ça reste quand même la consécration de leur travail. Ouais. Et ça rejaillit sur tout. Voilà. Avant qu'on conclue et qu'on parle un peu de la feuille de route d'agriculture et stratégie, de la présidentielle, on a un petit peu abordé le sujet, mais pour moi, on n'a pas encore été au fond du sujet. Il y a quand même un paradoxe, c'est qu'on adore nos agriculteurs, à ce qui paraît, on les aime bien. Pourtant, on n'achète pas leurs produits très chers, hein. Mhm. On fait comment pour régler... Alors, je ne sais pas si on peut régler ce problème, mais on fait comment pour régler ce paradoxe, en tout cas? Alors, rendons à César aussi ce qui est à César. On n'achète pas leurs produits très chers parce que à l'origine, ces produits étaient subventionnés Mhm. par la PAC au niveau européen pour pas subventionner le prix des Mhm. produits, ça c'est terminé, mais en tout cas subventionner les charges de production. Mhm. Donc malgré tout, ils sont subventionnés pour que ces produits restent pas très chers. Mhm. Alors aujourd'hui, on a très envie que ces produits Un prennent peu de la valeur. de la valeur. Mais bon, rendons à César, la politique agricole commune, quand même, sert à ça. Mhm. Et malgré tout, c'est pas neutre. Même si ce subventionnement baisse, même si Ouais. ces aides baissent, hein, et baissera à l'avenir probablement, Ouais, donc dans la nouvelle PAC, toi, tu penses que ça va baisser? oui, oui. Et comment vont faire les agriculteurs à ce moment-là? Bah, comme on fait toujours, S'adapter? on va s'adapter. Ah D'accord. oui, on a toujours fait ça. Et on va s'adapter. Dans ta question, il y avait également... Comment on et fait de- pour redonner du coup, en fin de compte? Enfin voilà, nous on paye pas cher, le consommateur veut pas payer cher. Comment, en fin de compte, on Alors fait oui, pour régler ce paradoxe? alors voilà, et là j'ouvre vraiment un débat, c'est pas une certitude que je pose. Le consommateur qui est un citoyen qui peut payer qui paie des impôts, Mhm. paie déjà une contribution par la PAC, Ouais. directement, indirectement, par montée puis redescente, va payer une contribution pour son agriculture. Mhm. Ça, c'est un fait et c'est important que tout le monde le sache. Ensuite, on a la tentation de dire, bon allez, faut maintenant que vous payiez l'alimentation plus chère. Ouais. Alors pourquoi pas? Mais ça fait passer 2 fois au tiroir caisse, Ouais. cette histoire-là. Donc il faut amener, je pense, des garanties. Il y a les garanties que le consommateur va nous demander, parce Mhm. qu'il les a identifiées. Mais je crois que ça ne nous enlève pas l'intelligence d'aller même au-devant de ces garanties-là. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut laver.
plus blanc que blanc. Mais en tout cas, il faut qu'on puisse avoir une forme de créativité dans tout ce qu'on va faire, dans les façons et les techniques de production, dans notre ingéniosité pour produire différemment, de façon à ce que même si le consommateur ne l'a pas demandé, ils se disent « Ah ouais, notre agriculture, en fait, les mecs, ils sont quand même, ils sont allés plus loin qu'on souhaitait. Ils nous ont trouvé des choses qui sont hyper intéressantes. On les avait pas forcément vues venir. Et donc, on est fiers de notre agriculture. Parce que on passerait d'une agriculture qui se plaint et qui se complaint un peu, à une agriculture plutôt fière et qui proposerait pas mal d'avancées et pas mal de choses. Mais tu vois, pour régler un peu enfin, Et là, une augmentation de prix, je pense, pourrait s'entendre. ouais, parce qu'on a quand même un modèle que tout le monde connaît, moi je le connais comme ça de l'extérieur, et puis j'ai lu pas mal de choses, de C'est qui le patron, qui arrive quand même à rémunérer un peu mieux. Alors il fait moins de com, moins de machin, moins de tout ce que tu veux, évidemment, hein, la marque s'autoporte et tout, mais il arrive quand même à rémunérer un petit peu mieux ses agriculteurs. La dernière fois, moi j'écoutais le témoignage d'une dame qui produisait des œufs, qu'on n'arrive même plus à produire en France, et qui disait, les gens me payent 8 centimes les œufs qu'ils lui achètent. Elle me dit, moi, je m'en sortirais avec 11 centimes l'œuf. Donc, on se dit, 3 centimes, c'est quand même pas la merde. Ça ferait 20 centimes de plus. Alors, pour certaines familles, c'est insupportable parce qu'on sait que, voilà. Mais ça n'a pas l'air, quand tu le dis comme ça, 20 centimes, c'est pas grand-chose. Et pourtant, elle dit, j'arrive pas à me les faire payer ces 3 centimes de plus sur un œuf. Parce que on est dans un système commercial non régalien et très commercial. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on laisse cette alimentation à la au libre marché, avec la puissance des négociateurs et de la grande distribution et autres, le jeu, il est de chercher à payer ça le moins cher possible. Donc on n'est pas dans quelque chose de vertueux. C'est qu'il patron a la vertu de mettre une chaîne de transparence là-dedans, qui fait qu'on ne peut pas trop esquiver les choses. Bon, au moins ça a le mérite de ça, mais c'est à la portée des coopératives, c'est à la portée de tout le monde que de faire de mettre en place ce système-là. Je pense qu'elles sont coopératives, ça va toujours moins vite qu'une initiative, mais je pense qu'ils vont y arriver et ils vont le faire. Il y a un peu de temps à passer par rapport à ça. Bon. Mais je pense que ce sont des initiatives qui seront prises. Donc, agriculture et stratégie, si j'ai bien compris, elle a déjà une bonne feuille de route technique, mais en vue de la présidentielle, est-ce qu'elle a une feuille de route politique? Et si oui, laquelle? Alors, en tout cas, sa feuille de route, c'est de peser sur le... Enfin, de peser. C'est d'amener des éléments aux candidats des élections présidentielles et de leur pousser des éléments qui sont des éléments qui iraient au bénéfice de tout le monde. On n'est pas dans les éléments corporatistes. Par exemple, si je devais être défenseur du lobbying de je sais pas quoi, je dirais à mon candidat, il faut que tu pousses le je sais pas quoi. Ouais. Nous, c'est pas ça. On va définir des axes au niveau de la politique agricole que pourraient soutenir les partis politiques, mais qui finalement pourrait être adopté par tous, quelque part. Puisque ça va dans ça va dans l'intérêt des concitoyens. Et bon, voilà, être contre une alimentation qui serait plus saine, plus équilibrée et bien produite, bon, je ne suis pas certain qu'il y ait des candidats qui soient contre ça. Ouais. Voilà. Donc c'est la mise en œuvre. C'est la mise en œuvre. Voilà. Exactement, c'est la mise en œuvre. Et là, on va essayer de pousser des solutions intelligentes de mise en œuvre pour que ça ait lieu. Toujours pareil. C'est ça qui est intéressant. Et pour que qui que ce soit arrive au pouvoir, puisse mettre ça en place au bénéfice et pour le bien de tous. Voilà. Et en gros, cette agriculture, ça reste une agriculture on pourrait qualifier de beaucoup plus vertueuse dans les engagements écologiques et environnementaux, beaucoup plus vertueuse sur les éléments de santé qu'elle pourrait produire. C'est une politique. C'est une agriculture qui peut être mise en place par les agriculteurs. C'est une agriculture qu'il faut accompagner, avec des engagements d'accompagnement pour les agriculteurs. Ouais. Un gars de 60 ans qui a labouré toute sa vie et qui a fait une agriculture d'une certaine façon toute sa vie, il est tout à fait normal qu'il ne sache pas faire autre chose à 60 ans. C'est tout à fait normal. Et donc on a besoin
d'inventer des choses qui permettent de passer à ce que ces systèmes vertueux puissent se mettre en place sans forcément trop peser sur tout le monde. Ou en tout cas, ne pas être bloqué par le je sais pas. Mhm. Donc si je sais pas, je fais pas. Et si je fais pas, j'hypothèque le temps. Nous, on sait qu'on est en région. C'est qui les relais en région pour porter ce discours, ces aides? Parce que on ne peut pas se démultiplier. Donc en région, on s'appuie sur qui pour avancer sur ces solutions-là? Sur les solutions? Ouais, Oh, ben ensuite, alors si on est vraiment sur les solutions, ensuite il y a des tonnes de cabinets conseils, il y a des tonnes de personnes qui accompagnent ouais, l'agriculture, et ces personnes-là peuvent venir se sourcer auprès de ces idées éprouvées, ouais, qu'on est capable d'expliquer, de ouais. simplifier, de mettre à disposition pour qu'ensuite ça se déploie. Donc un laboratoire. Oui, Et ce laboratoire, on arrive à s'appuyer sur des professionnels pour déployer sur les territoires, parce que oui, le territoire est grand en France, hein. C'est pas les oui, oui, États-Unis, oui. mais c'est grand quand même. Vous parlez d'un mot que moi j'aime bien parce que c'est un mot qui me parle, c'est signaux faibles. Mm. C'est quoi les signaux que tu captes en ce moment et qui te semblent importants sur l'agriculture et sur l'alimentation? C'est quoi que tu vois? Est-ce que c'est trop de financiarisation? Est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est la diversité des modèles agricoles? Je sais pas. Bah, premier des signaux faibles, qui n'est pas très faible, c'est que personne n'y comprend rien et n'y voit rien. Ah, C'est-à-dire super. qu'on est ouais, ouais, on est en très grande hyper-réaction sur tout. Il Ouais. suffit que quelqu'un dise blanc, hop, on va essayer de combattre sur le noir, et ça va se jouer à ça. Mais tout ceci ne fait pas un projet, Ouais. C'est très trop de clairement. buzz. Il y a trop de buzz en C'est fait. trop de buzz, c'est trop de description de la situation, c'est trop de commentaires, Ouais. c'est trop de temps passé à commenter quelque Ouais. chose pour savoir si on a des amis ou des ennemis. Ouais. Mais tout ça ne fait pas action. Dans les signaux faibles, il y a un signe faible sur la financiarisation de l'agriculture. Mhm. Alors, on se dit, bah, les jeunes ne peuvent pas s'installer parce qu'ils n'ont pas les capitaux pour s'installer. Ouais. Mais on est sur un schéma intellectuel qui est de se dire, en fait, on va tout acheter. On va acheter la maison, on va acheter la ferme, on va acheter les terres, on va acheter les vaches, on Mhm. va, on va tout acheter. Évidemment que ça fait des très grosses sommes, ça. Ouais. Et la rentabilité de l'agriculture, qui est une industrie lourde, ne peut pas porter une telle rentabilité. Ouais. Donc ça ne peut pas marcher. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se dit, on va se faire aider pour porter tout ça. Pourquoi pas? Mais l'entreprise ou l'entité qui va venir aider et acheter le patrimoine s'en sortira toujours plus Oui. que celui qui Qui va va, travailler au qui va milieu. travailler la terre, hein. Alors, est-ce que c'est l'heure, pas l'heure? Tout ça, on est capable d'en débattre exactement. Tout comme il y a un problème générationnel qui n'est pas dit, tout simplement. On a aujourd'hui une génération qui a 60, voilà, 60, enfin 55, 60, 65 ans, qui est à la tête de grands espaces agricoles, mis bout à bout. Ces personnes-là, on dit ah ouais, mais ils arrivent au bout et on ne sait pas comment les remplacer. Mhm. Sauf qu'en fait, on ne donne pas les capacités de les remplacer parce qu'on ne leur permet pas de partir, Mhm. tout simplement. En fait, s'ils avaient ou un acquéreur ou un système qui leur permettrait de partir, ils laisseraient place à une autre génération. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a enfin, qu'il y en a qui veulent partir, il y en a qui veulent arriver, mais est-ce qu'ils se croisent pas? On se fait un petit exemple? Ouais. Si j'ai 200 hectares de terre, si j'ai 63 ans, vaut mieux que je reste actif agricole en ne faisant pas grand-chose et en touchant la PAC plutôt que de toucher la retraite agricole. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc en fait, on a aussi tout un système qui reste en place parce qu'il est plus favorable et il serait bien bête de ne pas le faire. Ah bah oui, Puisque c'est évidemment. totalement légal, hein, attention, hein. Seulement, ça ne permet pas à des jeunes d'avoir accès De faire de la à ces transmission. structures Ouais. pour le faire. On a eu par le passé des exemples de pré-retraite agricole, et ces pré-retraites agricoles ont permis un changement de génération. Ouais. Et ce changement de génération, c'est sur lui que je porte toute l'accélération du changement de méthode de production. D'accord. Je reboucle avec le gars qui a 60 ans, qui a labouré toute sa vie. Jusqu'à 65 ans, il va rester sur un système qu'il va faire vivoter, qui ne va pas produire à son maximum, qui ne va pas être au maximum de ce qu'il Ouais. peut donner. Bref, ça va être plutôt une Mhm. rente, plutôt que re-rentrer dans la ferme France. Ouais. Ah non, je comprends bien. Voilà.
Alors que si on lui permet de partir à la retraite avec Bon, des garanties oui, et une retraite confortable, confortable. bah, il va le céder. Et le jeune ou la génération suivante qui va le prendre, elle va s'inscrire automatiquement dans des productions de nouvelles façons. Euh, En plus, on peut obliger finalement le repreneur. Si on donne une pré-retraite Ouais, à l'ancien, on peut dire, ben, à condition que le repreneur s'engage dans des pratiques vertueuses ouais. d'agroécologie Oui, ou oui, autre. ouais, Je ne voilà, peux c'est vraiment ça. pas rentrer dans ce débat, mais en tout cas, d'agriculture un petit peu plus Plus durable. durable, Ouais. etc., qu'on commence à savoir Bon. définir un petit peu maintenant. Donc, après 1 heure avec Bernard Adair, j'ai bien compris qu'en fin de compte, aimer tout le monde, c'était pas un projet, et qu'en fin de compte, le populisme agricole non plus. Donc, en fin de compte, on va pas essayer de vexer tout le monde avec les idées, mais je vois bien qu'il y a du remue-ménage. En fin de compte, on va pas être d'accord. Moi, c'est pas des propos que j'entends souvent, en vérité, que j'ai entendu là. Alors moi, j'ai une dernière question avant qu'on se quitte. C'est quoi un futur désirable? C'est quoi pour vous un futur? C'est quoi pour toi, excuse-moi, un futur désirable dans l'agriculture pour se projeter dans ce fameux 2030, voire ce 2050 résilient, on va dire. Ouais, c'est quoi ce futur désirable? Ouais, ce futur désirable, avant tout, avant de le scinder en monde agricole ou pas monde agricole, ça reste une planète vivable pour tout le monde. Mhm. Et une planète vivable, je crois qu'on joue un petit peu avec le feu ces temps-ci, c'est pas gagné qu'elle reste vivable. En tout cas, il va y avoir des modifications qui vont être très, très, très compliquées à vivre. Ensuite, si on le remet au monde agricole, ce monde agricole désirable, c'est un monde agricole où reprendre une exploitation ou être à la tête d'une exploitation agricole est une grande fierté. Mhm. Parce qu'on va produire de la nourriture et de l'alimentation pour des personnes qui sont heureuses de l'accueillir dans une très grande diversité. Voilà, on n'est pas dans la monoproduction de plein de choses. Non, non, au contraire, on va faire une très grande diversité et on va avoir une alimentation très heureuse. Voilà. Mhm. Et ça, de tous les exemples que j'ai, moi, d'agriculteurs qui produisent soit pour des filières, Mhm. voilà, des filières ou des filières haut de gamme, quelquefois, ou des filières qui ont de la valeur, ont une grande fierté de Mhm. présenter ce qu'ils font, ont une grande fierté d'en parler à leurs enfants, ont une grande fierté d'impliquer Mhm. leurs enfants ou leurs amis dans ce qu'ils produisent. Et arrête d'avoir honte dans les repas à Mhm. droite à gauche de dire qu'ils sont agriculteurs et que ça va pas. Ouais, vu qu'on valorise pas. Mais est-ce que tu penses pas que dans une société extrêmement individualiste, parce qu'on est très individualistes, nous les urbains, ben, en fin de compte, ben, les agriculteurs, eux, ils se sentent un peu, je ne vais pas dire à côté de la plaque, c'est pas le bon mot, mais tu vois ce que je veux dire? Eux, ils jouent collectif. Mais nous, on joue très individualiste en définitive. On a les deux, on joue individualiste aussi, hein. Ouais. Le voisin reste aussi notre premier concurrent dans plein de choses. Donc on aime bien parler d'une très grande solidarité dans le monde agricole. Ouais. Bon, elle est comme partout, tout Ouais. un peu relative. Elle existe, mais enfin bon, il faut la cultiver aussi, hein. Ça se perd assez vite. Moi, je crois vraiment à cette histoire de fierté. Ça peut paraître un petit peu simpliste de le dire comme ça, mais ce sont des métiers. Je vais faire juste une analogie. Si on est on est à peu près de la même génération, quand on avait 15 ans, nous, ou au sortir de la troisième, si on nous mettait dans la cuisine, enfin Ouais. C'était une mon cas. formation dans la cuisine, c'était la honte, quoi. Enfin, Ah en tout bah cas, ouais. c'était la voie de garage, un CAP cuisine, c'était nul. Aujourd'hui, le monde de la gastronomie, partir dans la gastronomie, c'est une très grande réussite. Mhm. Et même la boulangerie. Et on n'a Et pas assurément réussi la à boulangerie. faire Bah, cette révolution dans l'agriculture. c'est ce que nous avons à faire. Ouais. On part avec un petit peu de retard et c'est ce Ouais. que nous avons à faire. C'est-à-dire qu'on a cette révolution à faire qui passe par de la formation, Mhm. qui passe de la formation continue également. Parce que quand on est agriculteur, ben, au bout de 10 ans, 15 ans, on a besoin aussi d'être formé, d'être remis au goût du jour. Ouais. Et moi, je ne serais pas étonné qu'on nous oblige de se former régulièrement pour qu'on puisse toucher des aides et des subventions. Ça serait un engagement très responsable de faire ça, même si on le fait sur plein de points, mais encore Ouais. l'accentuer, se former. Accompagner cette agriculture dans les risques qu'elle prend, parce que passer d'une agriculture confortable, tout chimie, à une agriculture agronomique, ben, c'est Ouais. une prise de risque, Ouais. très clairement, en termes de production, en termes de rendement, nous accompagner là-dedans, et puis surtout permettre aux agriculteurs de pouvoir accompagner leurs produits jusqu'au bout.
Qu'on vende des baguettes, c'est bien, mais qu'on voit les agriculteurs qui ont fait le blé pour les baguettes, c'est encore mieux. C'est encore mieux, ouais, c'est vrai. Et ça, on ne voit pas souvent. Merci Bernard. Cette heure, elle a été super rapide. Moi, j'ai appris plein de choses. Est-ce que, parce que j'aime bien laisser le mot de la fin avant de conclure et de présenter notre nouvelle rubrique, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et il y a quelque chose que tu aurais vraiment aimé dire et que tu dis, bah, elle a oublié de me le demander? C'est un grand blanc qui vient. Mais c'est pas une obligation, hein. Je pourrais ne pas avoir oublié de question, hein. Je sais pas, hein. Je sais pas, il y a quelque chose que je sais pas, que j'ai oublié de dire sur agriculture et stratégie ou sur ta posture de l'agriculture, je sais pas. Ouais, au risque de me répéter, je crois que Mais répète-toi, on ne se je répète me jamais répète. assez. Bon voilà, j'ai la chance d'être à un âge où finalement j'ai pas d'enjeu, Non, j'ai rien t'as forcément rien à à vendre tu veux aller. pas te faire élire. Je veux pas me faire élire. Je fonctionne avec mes propres deniers, donc je suis complètement libre et autonome de tout ce que je fais et donc de ma parole maintenant. Ça, c'est une très grande liberté que de Mhm. pouvoir être libre de ma parole. Et vraiment, j'aime pas du tout ce mot, c'est pas mon combat, mais en tout cas, je Ta crois mission. que ma mission que je Ouais. me suis un peu confiée, c'est de remettre dans cette agriculture trop morose aujourd'hui, vraiment trop perçue par un côté morose, la joie qu'elle mérite. Ouais. Et franchement, venez chez nous, venez chez plein d'autres agriculteurs, chez Bruno Cardo, Mm. chez Philippe Collin, vous verrez que ce sont des entreprises heureuses. Ok. Et ce sont des entreprises qui vivent l'agriculture par bonheur. Et il y en a plein d'autres comme ça, je suis Mhm. désolé pour ce que j'ai oublié, Ouais. et qui vivent l'agriculture par bonheur. Et cette mission-là, la mission que je me donne, c'est la plus sérieuse, c'est de se dire on a quand même une responsabilité lourde qui est de nourrir la planète, mais également de la réparer. Mhm. Et cette mission, Importante. elle est importante, mais elle est fascinante aussi, hein. Mhm. Ouais, elle me Mhm. plaît Ouais. de la faire, elle m'engage. Tout en le faisant, pas dans l'austérité, mais dans une forme de joie, De joie, ouais. de donner, enfin, de répondre à cette mission-là. Et je serais très heureux si en 2050, le monde agricole avait réussi cette mission de continuer à nourrir, bien sûr, mais aussi de réparer la planète pour le compte de domaines qui ne Ouais. seraient pas arrivés à le faire. Ouais. Et je crois qu'on a cet espace-là. C'est vrai. Et moi, ce que j'aime bien dans ton discours, c'est qu'en fin de compte, ouais, tu apportes un peu de, je vais pas dire de joie de vivre, mais d'espoir. Parce que les dernières personnes que j'ai rencontrées ou au salon de l'agriculture et tout, j'ai l'impression que pour certaines, elles avaient baissé les bras. Parce que en définitive, on était toujours en mode problème et jamais en mode, bah, il y a quand même un bon côté dans ce qu'on veut voir. Donc merci de nous avoir apporté ce Mais rayon de soleil. on n'a pas le droit de perdre espoir là-dessus parce que on est en train de préparer le monde de nos enfants. Ouais, c'est vrai, Et moi, enfin, si on n'est pas à la hauteur, comment on va se regarder dans la glace? c'est vrai. Ça, c'est toujours ce que me disait mon père. Ben merci Bernard. Grand Je te plaisir. propose de rester 2-3 minutes avec moi parce qu'en en fait, compte, il y a une question que les auditeurs me posent souvent, c'est qu'est-ce que je lis? Alors, je te l'ai dit en off, j'aimerais lire des romans policiers, mais c'est pas tout le temps possible. Et donc, je vous ai amené une sélection de 4 livres et je remercie les maisons d'édition qui m'ont confié quelques livres que j'ai lus. Alors, je ne pouvais pas ne pas en parler du livre de ma copine Nathalie Hutter, le tome 2, qui s'appelle Mince alors 2. Et alors là, en fin de compte, elle nous propose d'arrêter d'être de culpabiliser dans son assiette. Donc moi, ça tombe très bien, j'ai toujours eu problème de poids, donc voilà. Le livre de Nathalie, Mince alors 2, que je vous conseille. Moi, je l'ai lu, il faut piquer un petit peu, des petites idées et tout. Un bouquin, alors, celui-là, j'en ai parlé aussi sur LinkedIn, il s'appelle Comment nourrir le monde, de Václav Smil. Vous avez vu, plein de petites étiquettes. Il n'est pas facile d'accès. Je le reconnais, j'ai été demandé à plein de gens de me donner des explications, mais il y a plein de chiffres, il y a plein d'idées reçues qu'il abat, et je pense qu'il vaut vraiment le coup d'être lu, même si vous ne comprenez pas tout, il y a plein de choses que moi j'ai comprises, d'autres que je me suis fait expliquer, et très important de le lire en ce moment, c'est le livre qu'il faut lire, avoir lu en ce moment. Un livre que j'ai acheté au Salon de l'Agriculture qui s'appelle Viande et climat. Je crois que tu connais Francis Bucaille. Et alors lui, en fin de compte, eh ben lui, il est aussi sur les idées reçues sur l'élevage. Est-ce qu'il faut arrêter de manger de la viande? Et lui, il vient avec du scientifique, avec des explications. Et il explique que non, on pourrait peut-être y aller un petit peu plus doucement, un petit peu comme toi tu le disais. Et il en a écrit 2, mais celui-ci, il est très très facile d'accès. Moi, j'ai pu le lire, donc, enfin, c'est pas que je pense que, mais je ne suis pas agricultrice, je le dis tout le temps. Et donc, est-ce que l'élevage est l'ennemi du climat? Non. Voilà, donc il répond très clairement non, et il donne des explications.
Une personne que j'ai découvert aussi au salon de l'agriculture, Sébastien Roumégous. Alors là, une révélation pour moi. Donc, un livre qui s'appelle L'agriculture qui régénère la nature. Donc, je pense que tu le connais, lui. Voilà, tu le connais très bien. Voilà. Et donc, lui, très simple aussi. Je pense qu'il parle des modes agricoles que tu nous exposais. Voilà. Donc, il est assez simple d'accès. Moi, il y a plein d'illustrations. Donc, vous voyez, c'est vraiment le livre. Voilà, je montre, hein. Moi, je dis toujours, j'ai compris, hein. Quand c'est agriculteur, je dis toujours, c'est compris. Et comme moi, je suis absolument pas sectaire, j'ai reçu ce bouquin-là, des éditions de La Plage, et qui s'appelle Insolente Végie. Et là, en fin de compte, c'est des végétariens, évidemment, et il en faut, et en fin de compte, qui nous invitent à regarder le point de vue de leur Perron. Et moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a plein de petites choses sur lesquelles on pourra un petit peu se corriger. Et que je pense qu'il faut tout pour faire un monde. Et s'il y a des gens qui veulent manger végétarien, moi, je suis tout à fait d'accord avec eux. Et donc, c'est sous forme de planches, de bandes dessinées. Et j'ai bien rigolé. Et je remercie Juliette de m'avoir envoyé le livre parce que j'ai passé un bon moment et qu'il y a peut-être des petites remarques que je vais aussi corriger. Voilà. Je voulais vous remercier pour ce podcast. Je veux vous remercier de nous écouter toujours de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires parce que mes invités sont toujours contents quand je leur parle ces commentaires, moi aussi, à nous liker et à partager nos posts. Et maintenant, vous nous retrouvez sur TikTok, Instagram, Facebook. Je remercie Cédric de me l'avoir soumis comme idée. Et évidemment, toujours sur LinkedIn chaque semaine. Bonne journée, au revoir.